bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle saison de l'Observatoire de la modernité, consacrée, comme vous avez pu le lire et l'entendre peut-être ici ou là, à la société liquide. Alors justement, la société liquide, beaucoup de questions se posent d'emblée lorsque l'on évoque cette expression. Certains demandent tout simplement en fait de quoi il s'agit, ce que ça signifie. C'est justement ce que nous allons essayer d'élucider ce soir avec nos deux amis philosophes. Mais cela pose aussi des questions sur le contexte de l'élaboration de ce concept, afin que l'on sache vraiment dans quel contexte historique, dans quel contexte spatial également, bien cette notion est apparue. Donc elle est apparue, comme vous le savez peut-être, sous la plume de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman qui est né en 1925 à Poznań, en Pologne, donc dans une Pologne, comme vous le devinez, extrêmement troublée. Lorsque la guerre éclate à Poznań, eh bien, la famille quitte la Pologne et se réfugie en URSS. Zygmunt Bauman se bat alors dans l'armée polonaise exilée, ce qui est une expérience évidemment très décisive, et il participe à la prise de Berlin en mai 1945 aux côtés de l'armée rouge. Il est alors nommé capitaine dans l'armée polonaise et il participe activement dans ces années, disons de 1944 à 1947, au service secret de son pays. Et donc, il est pleinement inséré dans la société communiste qui se met en place en Pologne à ce moment-là. Il commence une carrière de sociologue en 1954, une carrière de sociologue qui, assez naturellement, le place du côté du marxisme, mais il n'a jamais été un marxiste vraiment orthodoxe. C'est d'emblée un marxisme original, assez marqué également par la pensée de Gramsci, que développe Zygmunt Bauman, tant et si bien qu'il est à la fois chassé du parti et de l'université en 1968. Donc, puisqu'on a beaucoup fêté les 50 ans de 68, qu'il soit aussi rappelé que c'est l'anniversaire de l'éviction de Zygmunt Bauman. Chose qu'on a moins dite, mais qu'on aurait pu célébrer également. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu le célébrer ? Bien parce que cela signifie le passage à l'ouest, quelques années plus tard, de Bauman, puisqu'il rejoint la Grande-Bretagne, avec l'université de Leeds, en 1971, où il continue à développer sa pensée sociologique propre, une pensée sociologique qui l'amène finalement assez tardivement à penser le concept de société liquide, puisque c'est autour des années 1990, en réfléchissant à la notion de post-modernité, que Bauman amène à réfléchir cette notion de liquidité, de liquéfaction de la société, qui passe donc par une dilution des liens, dont je laisse bien sûr nos amis philosophes en dire un petit peu plus. Donc je les présente quand même brièvement, puisqu'ils sont très modestes l'un et l'autre. Donc Elisabeth et Timothée sont agrégés de philosophie. Ils ont travaillé depuis des semaines sur ce philosophe et sociologue qu'est Zygmunt Bauman, d'abord sociologue puis philosophe. Leurs objets d'études sont très variés, mais justement c'est à travers cette pluralité de regards qu'ils évoquent ce penseur novateur. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Pour vous introduire à la pensée de Zygmunt Bauman et essayer de réfléchir ensemble ce soir aux grands aspects de sa réflexion, j'aimerais commencer par citer une phrase, ou plutôt une expression, extraite du tout premier ouvrage de lui qui a été traduit en français et qui est paru en 1998 et dont le titre est « Le coût humain de la mondialisation », en anglais « Globalization, the Human Consequences ». Dans cet ouvrage, que nous allons présenter un peu plus tard en détail, il tente de définir les processus caractéristiques de la modernité et affirme que celui qui en est le plus typique est, je cite, « l'érosion progressive de toutes les totalités sociales et culturelles enfermées dans un espace local ». Cette érosion progressive est selon lui provoquée par la compression de l'espace-temps qui est caractéristique de la mondialisation. Pourquoi cette citation ? Parce qu'elle semble définir à la fois, si ce n'est parfaitement, au moins de manière très synthétique, à la fois la modernité solide, la modernité liquide et ce qui fonde ou provoque le passage de l'une à l'autre. En effet, si l'on associe la pensée de Zygmunt Bauman à la notion de liquidité, que l'on pense à tous les ouvrages qu'il a écrits et qui contiennent le terme, la modernité liquide, le présent liquide, l'amour liquide, la vie liquide, les temps liquides, ou même encore plus récemment le mal liquide, la modernité liquide ne se pense, elle, que par rapport à l'état solide
qui l'a précédé, et État qui est déjà, pour Zygmunt Bauman, un visage de la modernité, si ce n'est la modernité même. Cette modernité, elle s'est constituée en réaction aux forces, notamment économiques, qui ont eu tendance à dissoudre les communautés traditionnelles et toutes les totalités sociales et culturelles, pour reprendre les citations précédentes. Concrètement, à quelle période cette instauration de la modernité solide fait-elle référence ? Principalement, selon Bauman, à l'avènement au XVIIIe et au XIXe siècle de forces économiques de plus en plus puissantes et soutenues notamment par le développement des moyens de transport et de communication, forces qui tendent à s'autonomiser par rapport au champ du politique et donc à en menacer la suprématie ou le caractère architectonique ou souverain, pour reprendre une terminologie aristotélicienne. La modernité solide est donc la réponse que les forces politiques opposent à ces forces économiques en tentant de produire et de préserver des cadres institutionnels, sociaux, culturels et politiques forts, définis et stables, cadres dont les puissances économiques en plein essor aimeraient pouvoir s'émanciper. Ces cadres vont, selon lui, trouver un lieu d'expression privilégié dans la forme de l'État-nation qui impose les normes, des règles, des limites. Je cite ici Bauman. « La notion d'État désigne une formation revendiquant le droit légitime, tout en possédant les ressources nécessaires, de forger et de faire appliquer les règles et les normes organisant le cours des affaires au sein d'un territoire donné. » Donc le territoire donné, pour ce qui est de la modernité solide, renvoie à ce que Bauman appelle le no man's land économique, que les grandes puissances financières avaient contribué à faire émerger au niveau mondial, c'est-à-dire à un niveau qui n'est plus celui de l'espace local, mais qui devient supralocal. Donc cette reprise en main et cette réaction sont donc, in fine, la réaffirmation d'une forme de souveraineté politique qui consacre la modernité solide et qui trouve son expression territorialement par la maîtrise d'un espace de souveraineté. Pour Bauman, d'ailleurs, la notion d'État territorial est un pléonasme. J'aimerais citer ici aussi Cédric Biagini, qui est l'auteur d'une présentation très convaincante de la pensée de Zygmunt Bauman dans un ouvrage collectif intitulé « Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques ». Et donc je le cite, « Le principe de la souveraineté territoriale exclusive et indivisible constitue le cœur de la modernité solide. C'est sur une zone déterminée par des frontières que les institutions de contrôle politique et économique se déploient et exercent leur autorité. » En quoi consiste alors la modernité liquide, qui n'est en fait que le nom de ce que d'autres vont appeler postmodernité ou seconde modernité ou encore surmodernité, précisément en l'érosion, ou on pourrait dire en la liquéfaction de toutes ces totalités, de ces structures, et en la consécration paradoxale de la faiblesse grandissante, voire de l'impuissance totale des institutions qui ont normalement et logiquement pour fonction de maintenir l'ordre des choses. Cette érosion modifie radicalement notre mode d'existence et donne lieu à un nouveau type de vie, accessible uniquement à une petite minorité, mais dont les effets néfastes ont des répercussions sur tous, un mode de vie considéré comme émancipé de toutes les contraintes dites traditionnelles. À rebours donc des principes structurants, s'affirme du coup un nouveau système de valeurs, qu'on peut présenter comme ça, contre la stabilité, le mouvement perpétuel et incessant de la précarité, contre l'existence locale et la sédentarité, l'extraterritorialité et le nomadisme, contre l'engagement, la fidélité et la loyauté, les nouveaux départs permanents et la satisfaction dans l'éphémère, contre l'idée même de communauté, le triomphe d'une forme d'individualisme radical, et enfin contre la solidité des liens et la pérennité, une culture du déchet. Donc tout l'enjeu de notre réflexion sera d'éclairer ces différents passages, d'en comprendre le sens et la portée, et d'interroger les problèmes que vont soulever la modernité et la vie liquide. Donc, je vais commencer d'abord par présenter ce que Zygmunt Bauman appelle la guerre contre l'espace, et ensuite Elisabeth présentera les deux moments de notre réflexion. On aura toujours du mal à comprendre la pensée de Zygmunt Bauman si on ne se figure pas correctement et concrètement la dimension très géographique de sa pensée. Cette dimension géographique est particulièrement explicitée dans son ouvrage « Le coût humain de la mondialisation » qu'on a déjà évoqué il y a quelques minutes. Dans ce livre, il développe ce qui nous semble être une des thèses fondamentales de sa pensée et qu'il formule comme suit.
le dernier quart de ce siècle demeure dans l'histoire comme la période de la Grande Guerre d'indépendance contre l'espace. Alors qu'entend-il par là ? Cette guerre est un conflit avant tout économique et mené principalement par les actionnaires, par la finance et plus généralement par le monde des affaires et les élites politiques que Bauman appelle les pouvoirs mondiaux et qui consiste à chercher par tous les moyens possibles à s'arracher méthodiquement et sans état d'âme à toutes les formes de contraintes territoriales, c'est-à-dire à ce que Bauman va appeler les contraintes de la localité. Concrètement, ces contraintes renvoient au fait, par exemple, de payer des impôts dans un lieu donné pour une entreprise, d'engager une main-d'œuvre qui travaille à proximité du lieu de production, et donc, in fine, de contribuer activement à la vie quotidienne de la communauté et à sa perpétuation. La guerre contre l'espace est donc un désengagement des gens qui investissent, des contraintes territoriales et des responsabilités qui en découlaient traditionnellement. Ce désengagement se fait pour et au profit d'une plus grande mobilité et d'une plus grande fluidité des capitaux, visant à en assurer une rentabilité toujours plus grande, sans préoccupation pour les effets qu'une telle recherche de profit peut provoquer sur les territoires eux-mêmes, en termes sociaux, économiques ou même encore écologiques. En effet, auparavant, traditionnellement, l'attachement à la localité, donc encore une fois comme dans le cas d'une entreprise inscrite sur un territoire donné par exemple, cet attachement à la localité, il impliquait une forme de limite pratique et concrète aux possibilités théoriques et légales d'exploitation illimitée. Dans la modernité liquide, en revanche, cette limite s'évanouit et va offrir à l'échelle planète Terre un terrain de jeu illimité pour les désirs qui sont littéralement hors sol de ces élites qui cherchent avant toute chose à échapper à leurs responsabilités. La liquidité dont parle Bauman est donc avant tout une liquidité économique, financière, intimement liée à ce qu'il considère être une nouvelle phase du capitalisme et qui consacre d'un point de vue géographique et politique cette victoire sur l'espace. Cette victoire amène d'ailleurs Bauman à reprendre à son compte la formule de Paul Virilio, qui est un essayiste et urbaniste français, qui explique qu'il est plus pertinent pour caractériser notre époque d'évoquer la fin de la géographie plutôt que d'annoncer, selon lui, de manière prématurée, une hypothétique fin de l'histoire à la façon de Fukuyama. Donc cette liquéfaction économique, portée par le développement des nouvelles technologies et le déploiement du numérique, accentue et est accentuée par le processus de mondialisation que Bauman définit, on l'a vu, comme un processus de compression spatio-temporelle. Cette compression a un effet social et politique très concret, celui de redéfinir une nouvelle hiérarchie sociale dont la mobilité et la liquidité qui en résultent est le critère décisif de positionnement social. En ce sens, une partie importante des processus de mondialisation pour Bauman n'est autre qu'en fait que la ségrégation, la séparation et l'exclusion progressive de l'espace. Alors quels sont les effets de cette modernité liquide sur les populations et quelle est cette nouvelle hiérarchie sociale ? Cette dynamique, qui est à la fois économique et géographique, se traduit socialement par l'opposition de plus en plus nette entre ceux que Bauman va appeler les mondiaux ou les pouvoirs mondiaux et les locaux ou ce qu'il appelle aussi donc, the rest ou le reste du monde, la plupart des gens. Et donc, en effet, loin d'entraîner une homogénéisation des modes de vie, l'annulation des distances spatio-temporelles en quoi consiste la mondialisation a au contraire pour conséquence de les opposer. Si la vie des premiers, donc des mondiaux, est caractérisée par la mobilité, par la fluidité et une capacité d'adaptation aux conditions modernes d'existence dont ils fixent en fait eux-mêmes les règles, celle des seconds, en revanche, est caractérisée par une relative fixité, un ancrage local qui est contraint et subi, et une dépossession progressive du sens même de leur existence dans un monde dont ils ne maîtrisent pas les règles. La mobilité à l'ère de la vie liquide devient donc le principal facteur de stratification sociale de l'âge moderne et postmoderne. Loin d'être vécue comme une forme positive d'enracinement, l'existence locale dans l'univers mondialisé est plutôt le signe d'une dégradation ou d'une dépossession sociale. En ce sens, elle est bien plus vécue sur le mode d'une assignation à résidence plutôt que sur celui positif d'un refus de la dissolution du politique et des communautés intermédiaires. Les locaux ne constituent donc pas des groupes fortement structurés et unifiés
qui seraient conçus comme des sortes d'îlots de résistance au mobilisme universel et à la fluidité des modes de vie. La liquidité, à l'inverse, est vécue comme une forme de liberté grisante et comme la seule forme en fait possible d'accomplissement réellement envisageable et valorisable pour ceux qui en sont les défenseurs. L'extraterritorialité, déjà évoquée, en est l'accomplissement, car elle consacre une indépendance presque totale de ces élites vis-à-vis de toutes les formes d'obstacles physiques. Bauman va même jusqu'à dire que cette dynamique qui conduit hors du monde est en fait un processus de désincarnation, de libération des limites de l'incarnation physique, pour ne pas dire de forme de refus métaphysique de l'incarnation. Pour reprendre son expression qui est très parlante, dans le cyberespace, les corps ne comptent plus. Quels sont du coup les effets de cette nouvelle hiérarchie sociale en retour sur les territoires ? Cette opposition a bien évidemment des conséquences sur l'organisation de l'espace, organisation qui a elle-même des effets sur la structuration politique du monde. En effet, si les mondiaux recherchent avant tout l'extraterritorialité sociale, économique et on pourrait même dire existentielle, cette extraterritorialité, elle est rendue possible par des dispositifs matériels, bien réels, visant à rendre inaccessibles ces lieux qui sont paradoxalement situés hors de l'espace, c'est-à-dire dans un lieu supralocal et virtuel. Alors pourquoi j'évoque cette matérialité bien réelle ? Parce que pour reprendre toujours l'expression de Cédric Biagini, je le cite, « Ces élites culturelles et économiques sont encore, et on pourrait rajouter pour l'instant, composées d'êtres faits de chair et de sang. » Et donc il faut donc bien que l'espace virtuel s'isole physiquement de la localité pour pouvoir s'en affranchir concrètement. La principale conséquence de cette dynamique est la disparition progressive de tous les espaces communs, qui sont à la fois des espaces de rencontre et des espaces dans lesquels s'élaborent les normes de la vie politique. L'extraterritorialité de ceux qui définissent les règles de fonctionnement de la société aboutit donc à une disparition de l'espace même du politique et à la mort de ces agoras, de ces espaces privés publics dont parle Castoriadis et que cite à de nombreuses reprises Bauman, espaces qui permettaient traditionnellement l'élaboration des principes, des normes et des valeurs des communautés. Il est clair à partir de là qu'un territoire, et je cite Bauman, qu'un territoire dépourvu de tout espace public n'offre guère la possibilité d'y discuter de normes, d'y confronter des valeurs qui peuvent se révéler incompatibles et être l'objet de débats. Les jugements portant sur le bien et le mal, la beauté et la laideur, le convenable et l'inconvenant, l'utile et l'inutile, ne peuvent que descendre d'en haut, de régions auxquelles nul ne peut avoir accès, à moins d'avoir le plus pénétrant des regards. La vie liquide, en ce sens, consacre la mort de la communauté politique, dans la mesure où les significations ne sont plus élaborées en commun, mais imposées par une classe hors sol qui dépossède les locaux de leur initiative politique et de leur capacité même à donner du sens à leur intégration dans la communauté. Cette imposition est aussi de facto la mort de l'égalité et la mort de la possibilité même de l'autodétermination, c'est-à-dire d'une société en fait conçue comme le fruit d'un partage minimal et d'une construction commune. Presque littéralement, les locaux sont ainsi expropriés de leur propre localité, mais aussi expropriés de ce que Bauman appelle leur pouvoir de résistance éthique, et par lesquels ils pouvaient traditionnellement faire entendre leur voix dans le jeu de concurrence des voix, en quoi consiste la vie politique elle-même. Cette imposition par le haut est d'autant plus problématique qu'elle est le fait d'une minorité, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle planétaire. Elle est donc profondément oligarchique, et son pouvoir est démultiplié par les outils qui en ont permis l'avènement, outils que sont par exemple le numérique et la dématérialisation des échanges qu'elle rend possible. Ainsi, les fondements de la vie liquide moderne consistent notamment en une guerre contre l'espace menée par l'élite extraterritoriale contre le local et contre ce qui devrait être un pouvoir réellement et véritablement politique. Voilà, donc Timothée vient nous expliquer le premier trait fondamental de la société liquide qui est cette guerre contre l'espace, cette extraterritorialité. Et à mon tour, je vais vous dépeindre deux autres traits de la société liquide telle que la dépeint Bauman, qui sont la fluidité du monde et de la vie, d'une part, et d'autre part, le consumérisme qui régit et organise la société liquide. Donc déjà,
on va essayer de comprendre en quoi le monde dans la société liquide est un monde fluide. Donc la société liquide liquéfie à la fois la vie collective et la vie individuelle en se plaçant en opposition au solide, c'est-à-dire à tout ce qui demeure, ce qui tient, ce qui résiste. Elle est l'attribut de ce qui passe, de ce qui ne peut jamais garder longtemps sa forme et sa trajectoire. Tout ce qui relevait de la tradition, de la routine, des comportements normés ou considérés comme socialement acceptables, c'est-à-dire finalement les formes sociales, tend à se fluidifier, c'est-à-dire que ces formes sociales ne parviennent plus à un état de fixité qui permettait d'être un facteur de stabilité. Elles ne se maintiennent plus dans la durée, elles se renouvellent en permanence et à un rythme de plus en plus accéléré, si bien que, en fait, elles se décomposent avant de se solidifier. Et la conséquence de cette fluidité est donc que les formes sociales ne peuvent plus servir de cadre de référence aux actions humaines parce qu'elles ne peuvent plus être une base sur laquelle établir des stratégies de long terme, parce qu'elles durent moins de temps qu'il n'en faut pour élaborer un code d'action ou une stratégie cohérente. Ainsi, il n'y a plus de forme sociale ou de réalisation individuelle à même de constituer un bien durable pour les personnes. Donc tout cela met les gens aux prises avec une incertitude généralisée et une peur diffuse. Ils se sentent menacés par un changement incessant et inévitable qui leur interdit tout répit et où, à la moindre seconde d'inattention, ils risquent d'être exclus sans appel du grand jeu moderne. Et Bauman recourt à l'image des chaises musicales pour illustrer cela, pour illustrer ce qu'est la vie liquide pour un individu. Et de la même façon, n'importe quelle aptitude ou n'importe quel atout peut se transformer à tout moment en un handicap ou en une infirmité. Or, l'individu ne peut pas agir directement sur les causes de cette anxiété puisqu'il n'a aucune prise sur ce changement qui emporte son existence. Dès lors, son surplus de peur va se fixer sur des objets de substitution. Et avec la seule et maigre marge de manœuvre qui lui échoit, chacun ne peut que calculer et essayer de minimiser les risques qu'il encourt, lui et ses proches, dans un monde imprévisible. Or, ces peurs génèrent un gros capital marchand. Bauman donne l'exemple des Américains, où il explique qu'aux États-Unis, les 4x4, qui sont synonymes de sécurité, représentent 45% des ventes automobiles. Donc ces peurs génèrent un gros capital marchand et elles sont d'autant plus entretenues par le marché qu'elles font vendre et qu'elles font gagner le plus d'audience aux masses médias qui donc alimentent également ce système. Or, ces nouvelles peurs affectent, voire révolutionnent notamment notre perception de la ville. On assiste à un renversement du rôle historique des villes qui perdent leur statut d'abri et de refuge pour devenir la principale source de danger. C'est-à-dire que désormais, l'insécurité n'est plus à l'extérieur des murs de la ville, mais en son sein. La ville devient un espace où règne une peur omniprésente, ce que viennent illustrer la multiplication des caméras de surveillance, les gardes placés à l'entrée du moindre bâtiment, ou encore l'explosion des gated communities aux États-Unis, mais maintenant aussi en Europe. Donc ces sortes de bunkers modernes qui sont bien plus fermés que communautaires. Et dans les pays pauvres, les villes deviennent des sortes de camps de réfugiés pour les expulser de la vie rurale, qui se concentrent dans des bidonvilles et qui souffrent du chômage, puisque la croissance économique ne suit pas le rythme de l'exode rural qui est imposé par la mondialisation dans ces pays. Et Bauman parle même d'une architecture de la peur et de l'intimidation qui reconfigure totalement les espaces urbains. Il donne l'exemple des sièges sociaux des entreprises qui se retirent des centres-villes pour rejoindre des environnements artificiels conçus comme des décors de ville pour mieux cacher que leur construction est en réalité une fuite de la vie réelle, de la ville réelle, pardon. Et leur lien, donc le lien de ces lieux qui concentrent les sièges sociaux, leur lien avec la ville devient contingent, fragile, artificiel, et la ville est reléguée au rang d'espace des insécurités. Et Bauman fait référence notamment à la France et au quartier de la Défense, qu'il convient d'admirer de loin, mais qu'on ne visite pas. Et la conséquence de ces mouvements urbains est une raréfaction des espaces publics auxquels on accède sans aucune présélection à l'entrée et qui, normalement, sont les lieux par lesquels des inconnus vivent ensemble tout en restant des inconnus. Or, l'inconnu étant aussi le risque de l'imprévisible, l'inconnu, c'est celui qui est différent de moi, et donc en supprimant ces lieux de rencontre avec les inconnus
pour se réfugier dans des îlots de similarité, on rend plus compliqué et moins apprivoisé, moins accepté la cohabitation avec la différence. Et une autre conséquence, c'est que le domaine public est réduit à un espace inutilisable, survivant difficilement entre des poches d'espace privé. Donc tout cet urbanisme rend les villes plus inhabitables et plus anxiogènes. Donc la liquéfaction de la vie dans la société liquide suscite chez l'individu, on vient de le voir, de nouvelles peurs, mais elle a aussi des conséquences sur les collectivités et sur le rapport de l'individu au collectif. Le contexte, on l'a vu, est celui d'États-nations qui n'incarnent plus vraiment le pouvoir. Le contexte est celui aussi d'une perte de confiance dans l'efficacité de leur action, d'un désaveu de la classe politique qui essaye de faire croire qu'elle dispose encore de moyens d'action, ou encore du démantèlement des cadres institutionnels. Et tout cela sape l'idée même de communauté nationale. Or, la dissolution de l'appartenance à une communauté nationale a pour effet de changer les figures de réussite promues par la société et de transfigurer le rapport de chacun à la communauté. Bauman en veut pour exemple le glissement séculaire de la figure du martyr au héros, puis le glissement de la figure du héros à celle des célébrités. Comme l'a montré René Girard, qui est cité par Bauman, la vérité du sacrifice du martyr est que la force ne prime pas le droit, la force ne garantit pas le vrai, et c'est donc le martyr est un acte solitaire et totalement gratuit, qui préfère la mort au mensonge. Alors que le héros, quant à lui, contrairement au martyr donc, calcule les pertes et les profits de son sacrifice, qui doit avoir un effet qui ne pourrait voir le jour autrement, et dont l'essence dépend donc de ce en quoi cette mort affecte le monde après coup. Or, la promotion du héros est liée historiquement à la construction des nations, qui avaient besoin du patriotisme et d'une mobilisation spirituelle jusqu'au sacrifice pour imposer sa puissance, l'unification d'un territoire, la souveraineté, etc. Mais la souveraineté des États a justement été découpée et distribuée, comme l'a expliqué Timothée, dans l'espace extraterritorial planétaire, et les États sont de moins en moins en mesure de tenir des promesses, que ce soit en matière économique, sécuritaire, politique, etc. Donc, ayant moins de promesses à tenir, ces États ont aussi moins besoin de sacrifices et de dévouement patriotique. Ils n'ont guère besoin que de consommateurs satisfaits, occupés à leurs propres affaires. Et les instincts patriotiques sont donc soldés au privé. Structurellement, il y a 2 raisons à ce que la société liquide n'ait que faire de héros dont le geste heurte 2 piliers de la vie liquide. Le premier, c'est que le héros sacrifie sa satisfaction présente au nom de buts lointains. Et le second, c'est que le héros sacrifie sa satisfaction individuelle au nom d'un groupe ou d'une cause. Alors que la société liquide, pour sa part, ne jure de mettre le bonheur à la portée de chacun sans mise à l'épreuve héroïque, sans souffrance, par des moyens faciles et achetables. Dès lors, de qui la société liquide fait-elle l'éloge ? Eh bien, des célébrités qui accèdent à ce statut non pas en raison de leurs actes et de la mémoire collective qui reste de ces actes, mais en raison de l'abondance de leurs images et de la fréquence de leur apparition dans les médias et dans les conversations privées. Ils deviennent les principaux facteurs du lien social. Et ces célébrités ont des traits qui répondent parfaitement à la société liquide. L'assemblée de leurs adorateurs peut être dissoute à tout moment, signe d'un monde qui promeut l'éphémère avant tout et qui dispense de toute forme d'engagement. Et on comprend qu'une société qui porte au nu de tels modèles est une société qui a adopté le mouvement perpétuel comme principe même de fonctionnement. Depuis les Lumières, la modernité a échangé la peur du changement contre la peur de la stagnation. Parce que le changement n'est plus vu comme un coup subi du destin, il devient une réalité positive qui augmente le contrôle humain sur nos destinées. Il est le pendant de notre croyance en l'action. Déjà, dans la modernité solide, régnait le double présupposé que les choses pouvaient être changées et que c'est l'homme qui avait le pouvoir de les changer. Mais dans la modernité solide, cette action devait amener l'émergence d'un monde commun, un monde meilleur parce que mieux géré. Donc le bonheur était une tâche collective et le changement était un moyen vers un but, il visait donc une vraie fin. Il pouvait avoir un aboutissement. Alors qu'à l'inverse, dans la société liquide, le bonheur est une affaire de chacun pour soi et le changement n'a aucune ligne d'arrivée. Il faut être en mouvement sous peine de mourir. Or, tout cela condamne les gens à l'impuissance.
Ils ne saisissent pas bien ce présent en mouvement perpétuel et ils n'ont donc aucun moyen d'établir des prévisions sur l'avenir, ni de penser un futur différent ou qui leur serait plus favorable. Or, cette incertitude fabriquée et entretenue constitue le principal instrument d'une domination des élites par la précarisation. Dès lors, on peut se demander quels pourraient être les alliés des individus ou les contrepoids à cette fluidité. On pourrait penser à la culture qui est définie par Hannah Arendt comme ce qui est durable, ce qui échappe au passage du temps, ce qui n'est pas consommé ni usé par un usage. Or, l'enjeu actuel, l'enjeu qui se pose aujourd'hui est celui d'une survie de la culture, car même en son sein, l'éphémère et le nouveau ont pris le pas sur le durable. Et l'art contemporain, fait de happenings, de performances, d'événements en tout genre, en est l'illustration parfaite. Ainsi, cette fluidité dessine les contours d'un individu à qui on demande avant tout d'être flexible, de n'avoir aucune attache, dans un monde où il est malvenu et imprudent de s'habituer, que ce soit à un emploi, à un talent, à un milieu ou même à une façon de faire. Or, cette nouvelle manière d'être au monde est le moteur de la culture de consommation. Ce qui nous amène donc à notre dernier trait fondamental de la société liquide, qui est une société consumériste. Une société de consommation est une société qui promet de satisfaire les désirs humains d'une façon qu'aucune autre société ne fut jamais capable de concevoir auparavant. Mais cette promesse de satisfaction ne reste séduisante et efficace que si le désir n'atteint jamais vraiment son point d'aboutissement, que si la société parvient à rendre la non-satisfaction permanente et la consommation continuellement nécessaire. Donc elle multiplie les promesses, qui sont de fausses promesses, qui ne comblent donc pas nos désirs, mais ne tarissent pas non plus la consommation. Mais il y a un tel excès, une telle quantité de promesses, que le consommateur peut fuir sa frustration et le découragement des promesses non tenues en allant poursuivre de nouvelles promesses. Et ce qui commence comme un besoin doit se résoudre en une crainte ou en une contrainte, ou en une addiction. Donc le consumérisme n'est pas un moyen d'arriver à ses fins, de posséder ce dont on a besoin. Il n'a pas de point final ou de ligne d'arrivée. C'est une activité autoréférencée qui a pour seul but sa propre perpétuation. Donc la consommation comme activité individuelle ne date pas d'hier. Ce qui en revanche constitue, sinon une rupture, du moins une nouveauté, c'est que la consommation est d'abord de nature sociale et ensuite seulement de nature psychologique et comportementale. Le consommateur individuel est pris dans le cadre d'une société de consommation qui interpelle ses membres avant tout, voire exclusivement, en tant que consommateurs. Donc la capacité à consommer finit par définir le statut social. Alors bien sûr, les individus sont encore considérés comme des producteurs, le travail n'a pas disparu, mais ce n'est qu'à titre secondaire que la société les engage comme tels. Dès lors, les cadres sociaux et les relations interpersonnelles sont refaçonnés à l'image des moyens et des objets de consommation. Pendant la phase solide de la modernité, la société s'occupait de gérer des corps afin de les conformer à un certain type d'action et à un mode de vie qui était ce requis par les deux lieux fondamentaux de la modernité solide, qui étaient l'usine et le champ de bataille. Seul importait donc le corps du travailleur potentiel. On attendait des individus qu'ils soient capables d'obéir aux ordres, de respecter des règles, d'accepter leurs conditions, de se soumettre à la routine, à une certaine éthique de travail, bref, à une vie de labeur. Mais un processus d'émancipation de ces modèles comportementaux très normés a abouti au triomphe des droits de l'individu et à une affirmation de soi, et désormais la société consumériste mobilise différemment ses membres. Maintenant que l'habitat naturel n'est plus l'usine ou le champ de bataille, mais le marché, elle entend gérer des esprits plus que des corps. Elle attend des individus qu'ils réagissent rapidement et sans réserve au charme des marchandises. Et elle s'attaque notamment aux enfants, dont elle cultive la dépendance aux achats. L'âme des enfants subit un siège, écrit Kiku Adato, qui est cité par Bauman, un siège mené par les pressions financières d'un marché de la consommation agressif et en perpétuelle expansion. On apprend par exemple que 89% des enfants américains âgés de 8 à 14 ans sont sollicités par leurs parents pour donner leur avis sur les produits achetés par leurs parents. C'est une étude qui datait des années 2000.
La plus grande révolution opérée par le syndrome consumériste, par contraste avec le syndrome productiviste qui l'a précédé, c'est le renversement des valeurs attachées à la durée et à l'éphémère. Le consommateur traditionnel, figure de celui qui aurait adhéré au grand récit de la consommation établi dans les années 60, devient l'ennemi à abattre, car il se comporte comme si les biens proposés par le marché étaient là pour combler ses besoins et lui permettre de retourner à un état de tranquillité, un état d'équilibre, une fois son désir satisfait. Mais un consommateur satisfait, c'est la pire des menaces. Dans la société liquide consumériste, un consommateur ne doit jamais connaître le repos. Il n'est pas là pour posséder une bonne fois pour toutes, pour s'approprier durablement les biens et les accumuler. Non, sa vie doit se décomposer en une multitude de nouveaux commencements, de nouveaux achats. Le consumérisme ne joue donc pas tant sur l'accumulation de biens que sur la multiplication des sensations physiques. Or, cela place le corps au milieu de toutes les attentions, celle du marché et celle du consommateur lui-même. Le corps est hissé au rang de valeur ultime, il devient une fin en soi, son bien-être constitue l'objectif premier de toute activité de vie. Mais il devient en même temps une source d'anxiété perpétuelle, parce qu'il doit être performant dans son nouveau rôle d'outil de fabrication de sensations agréables. Et dans un cercle vicieux que l'on comprend bien, cette anxiété qui entoure l'entretien du corps fait bien sûr les délices du marché qui se jettent dessus, en tentant d'offrir les offres les plus alléchantes pour réduire cette anxiété qu'il a lui-même causée. On voit bien ici combien il s'agit d'exciter les désirs et non de les satisfaire. Et cette injonction faite au corps de produire en continu des sensations agréables est concentrée dans le concept de forme, qui a pris le relais du concept de santé. Or, le fait d'être en forme ne peut être délimité par des critères objectifs ou par des normes. Il n'y a donc pas de limite possible à la course pour la forme. Non seulement l'acquisition et le maintien de la forme exigent une attention de tout instant, mais surtout la forme peut être toujours améliorée, ne serait-ce que parce que produit en nous la comparaison avec les autres. Donc cette lutte jamais achevée pour obtenir la forme est une contrainte qui se change vite en addiction. Et quid du corps dans tout cela ? Nous exerçons sur lui un degré de contrôle sans précédent, contrôle qui a été promu au rang de devoir. Les moyens de contrôle se sont multipliés en un plus vaste éventail de choix, mais ils n'ont pas disparu. Le corps est toujours aussi régulé socialement qu'avant, simplement les instances de régulation ont changé. Mais le gain n'aura donc pas été un gain de liberté. En outre, cette lutte pour notre corps reconfigure notre rapport au monde extérieur, qui devient une source de danger perpétuel. Tout ce que nous ingérons ou inhalons, tout ce qui trace sa route à l'intérieur de notre corps, peut contrarier le régime que nous avons conçu pour lui. Revenons-en au fonctionnement général du consumérisme. Le mot d'ordre est vitesse, excès et déchet. Il s'agit de réduire le fossé qui sépare dans le temps l'utilité d'un bien de son inutilité, sa désirabilité de son rejet. C'est le triomphe du « je ne regrette rien », les dates limites d'utilisation, comprendre les dates limites de jouissance, se rapprochent de plus en plus des dates d'achat. Mais le consommateur le plus performant, c'est éprouver le désir de la mise au rebut des choses, qui est pour lui une promesse de rajeunissement, de recommencement, par le nouvel achat à venir pour remplacer celui que l'on jette. Or, ce nouveau rythme effréné, cette quête de l'expérimentation continue par le marché, exige une quantité d'objets disponibles sans précédent, d'où l'excès de production qui se résout en un excès de déchets. La mise à la poubelle est la destination finale de tout objet de consommation. Elle rassure le consommateur qui n'a pas à se sentir engagé par un choix d'achat et elle nourrit une culture du désengagement et de l'oubli. Donc le déchet est le produit de base, sans doute le plus répandu, de la société de consommation liquide et il est même le seul objet qui peut prétendre à une certaine durabilité. Aussi, le traitement des déchets est-il l'un des grands conflits que la vie liquide doit affronter ? Et un autre défi tout aussi immense est d'échapper à la menace de devenir soi-même un déchet. La société de consommation traite en effet le monde et tous ses fragments, animés ou inanimés, comme autant d'objets de consommation possibles. Et dans ce système, où une chose perd son utilité pendant même qu'on l'utilise, la vie de chacun peut être comparée à une sorte de jeu de loi. C'est Bauman qui nous donne cette comparaison.
Les chemins menant de la base au sommet et du sommet à la base sont abominablement courts, les ascensions et les chutes sont aussi rapides qu'un coup de dé, et elles se produisent presque sans crier gare. Et cette épée de Damoclès qui pèse en permanence au-dessus de la tête de chacun, ce risque d'être réduit à l'état de déchet social, est lié au fait que le consumérisme tend à brouiller la frontière entre marchandises et consommateurs et à l'insatiable appétit du marché qui croît en envahissant tous les domaines de l'existence, à commencer par celui des relations humaines. Donc chacun devient une marchandise commercialisable, capable d'exister sur un marché. Dans notre contexte de capitalisme assez décomplexé, on a ainsi pu lire des publicités pour un site de rencontre qui disait « Au supermarché des rencontres, les femmes font de bonnes affaires ». Les modèles de consommation et ce fonctionnement basé sur l'éphémère et le désengagement se met à régir également, je vous le disais, les relations humaines. Quand une relation n'atteint pas un certain degré de satisfaction, elle est donc tout simplement rompue. La vie est présentée comme une succession de problèmes, mais de problèmes qui peuvent être résolus en recourant aux moyens disponibles sur le marché. Et on a vu ainsi certains petits génies du marché réussir à vendre à des clients des kits de divorce. Donc dans ce monde, les relations humaines sont teintées d'ambivalence. Embarqués dans le mouvement perpétuel, nous avons plus que jamais besoin de liens solides en guise de repères, mais ces mêmes liens sont toujours un fardeau, une attache qui entrave notre propre mobilité, notre flexibilité. Le modèle des relations qui plairait le plus à la société de consommation serait donc, à la limite, ce que met en scène la télé-réalité. Quand une personne est identifiée pour nous comme un maillon faible, il faut savoir l'éliminer du jeu. Et Bauman rattache à tout cela le malaise actuel qui affecte la maternité et le fait qu'avoir des enfants est devenu un problème. D'une part, parce que avoir un enfant, c'est s'engager dans un lien qui n'a pas de date de péremption, ce qui est source d'anxiété pour l'individu liquide qui n'est pas habitué à ça. Et d'autre part, parce qu'avoir un enfant, c'est s'embarquer dans une entreprise qui n'a pas de prix fixé à l'avance, pas de remboursement garanti, et dont les obligations sont trop étendues pour tenir dans une notice. Et il cite en exemple un article au titre assez évocateur, qui est le suivant. « Vous pensiez qu'avoir des enfants vous rendrait heureuse ? Mauvaise pioche, cela vous a juste appauvri. » Donc, si l'on peut se débarrasser si facilement d'une personne devenue indésirable, il faut se prémunir soi-même contre ce risque de la mise au rebut. Il faut donc travailler pour toujours augmenter sa valeur marchande. Et l'existence des réseaux sociaux formalise et renforce cette marchandisation des rapports humains et va dans le même sens. Le succès grandissant des applications de dating qui consacrent la relégation de chacun au rang d'un objet valorisable sur un marché. Se développe ainsi un véritable marketing de la personne où chacun est poussé à mettre en place de véritables stratégies, à manager son identité. Il faut dire que l'identité n'est plus vue comme la sédimentation de ce que l'on a reçu et de ce que l'on a fait ou acquis. Elle n'est plus attachée à une appartenance communautaire. Non, l'identité est devenue un projet, une série de tâches à accomplir et à mener à bien jusqu'à un état d'achèvement infiniment éloigné, pour citer Bauman. Il n'est donc pas exigé de nous qu'on pratique réellement notre identité. En revanche, la vie liquide exige qu'on remanie régulièrement notre identité pour s'adapter aux changements perpétuels. Or, l'identité se retrouve également à l'état de problème ou de tension au niveau collectif, ce qui n'est pas étonnant, puisque l'identité a jusqu'à présent été synonyme de consistance et de continuité, soit deux opposés de la vie liquide. Et Bauman explique comment le problème de l'identité se pose différemment selon que l'on appartient au sommet de la pyramide sociale ou à sa base. En effet, les élites extraterritoriales se permettent de décomposer et de recomposer leur identité à un moindre coût et même avec plaisir et aisance en fonction des modes des rencontres culturelles. Cela leur est rendu possible dans une modernité liquide post-hiérarchique qui choisit d'abandonner les anciennes stratégies d'assimilation pour embrasser le multiculturalisme, une modernité qui a délaissé les grandes références du passé et qui n'offre guère plus que les éphémères célébrités en guise de plus petits dénominateurs communs collectifs. Donc cette nouvelle non-fixité des identités
est appelée liberté par ceux qui l'apprécient. Mais leur liberté est comparable à celle du cycliste qui tombe sitôt qu'il cesse de pédaler. On ne choisit pas de continuer à choisir indéfiniment son identité. En outre, ces élites pratiquent une hybridation culturelle qui se présente comme un mélange, mais qui est en réalité une séparation et une exclusion, une séparation entre l'hybride et ce qui ne l'est pas, et une exclusion de ceux qui ne jouissent pas de l'extraterritorialité, et qui n'ont donc pas les moyens de pratiquer une telle hybridation. Donc les nowhere, c'est-à-dire entre guillemets les gens du coin, pour reprendre l'expression d'un sociologue britannique, sont en effet assignés à un lieu précis, ils n'ont pas accès au grand supermarché des identités, ils sont donc condamnés pour leur part à se cramponner à l'unique identité disponible chez eux. Et ce qui leur est imposé comme changement et qui remodèle leur unique identité disponible est vécu par eux non pas comme une opération de liberté, mais comme une nouvelle règle du jeu qui a été élaborée et décidée sans qu'on leur ait demandé leur avis. Donc finalement, dans les fameux débats sur l'identité, le positionnement des gens recoupe la tension entre besoin de liberté et besoin de sécurité. Ceux qui font les frais de la guerre des identités n'ont que faire d'une liberté qu'ils estiment formelle bien plus que réelle. Ils sont trop préoccupés par leur insécurité et optent alors souvent pour l'identité comme un droit de naissance, un héritage, une marque indélébile. À l'inverse, l'élite extraterritoriale qui s'est usée de sa liberté et en tirait profit chante les mérites d'une identité sous-déterminée, non fixée, facile à abandonner et à réviser. Donc en un mot, pour les élites, l'identité c'est un passeport pour l'aventure, alors que pour les gens du coin, l'identité se pense en termes de défense contre les aventuriers. Et on comprend pourquoi le toujours plus de liberté et d'autonomie individuelle, au nom de quoi la mondialisation néolibérale creuse son lit, n'a pas les allures d'un remède pour ceux qui en sont les victimes et les pertes collatérales. Et enfin, on peut ajouter que même au niveau individuel, l'identité propre et l'affirmation de soi passent dans la société consumériste par la mise en avant de cette liberté individuelle, donc une liberté qui devient un devoir, une injonction à être unique et à exister différemment, à se différencier des autres par ses choix de consommation. Or, cette liberté aporétique et cette affirmation de soi comme individu a un prix, puisqu'elle s'achète, et elle constitue un privilège qui s'établit au détriment des habitants des pays pauvres, de ce que certains ont appelé la classe très défavorisée mondiale. Ce qui prend la forme, par exemple, des décharges dont on afflige l'Afrique, du pillage de leurs ressources naturelles, de la disproportion des empreintes écologiques, qui fait que le rythme, la façon de vivre d'un Californien n'est encore possible, et encore que parce qu'à côté, un Soudanais ne vit pas de la même façon. Pour conclure et présenter un peu l'impression qu'on a eue en travaillant cette pensée de Zygmunt Bauman, force est de constater que les analyses qu'il présente nous semblent particulièrement pertinentes, mais que Zygmunt Bauman, et ça a été déjà souligné par plusieurs universitaires qui travaillent sur sa pensée, ne propose ou ne préconise aucune piste de solution pour resolidifier la société, ou du moins pour contrecarrer les effets délétères sur la société de tous les mécanismes de dissolution qui l'attaquent. Et donc en fait, l'enjeu du programme cette année de l'Observatoire de la modernité sera de poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des réponses face à cette société en perte de liens, devenue liquide, et quels sont les liens qu'on peut recréer ou sur quel enracinement se refonder? Pour ce faire, il s'agira de réfléchir sur 5 lieux principaux de l'existence humaine qui nous semblent fondamentaux pour la reconstitution ou le tissage de ces liens. Le premier qui sera abordé donc, dans un mois sera celui de l'écologie. Comment l'écologie peut-elle être à la racine d'un rapport renouvelé avec l'ancrage local, qui soit vécu comme un véritable enracinement et non pas comme une assignation subie. Le second renvoie à la question politique et pourra se déployer en 2 temps. Tout d'abord, la question de la finalité de la démocratie et sa capacité à instaurer une finalité commune dans la société, question d'autant plus importante que l'avènement de la modernité liquide signifie aussi la fin d'une lecture téléologique de l'histoire. Second volet politique aussi, la manière dont la politique elle-même peut restaurer des liens que l'économisme tend à dissoudre. Troisième point fondamental, celui du soin. Comment prendre soin, indépendamment du soin qu'on peut donner à son corps dans une logique narcissique, mais pour penser à un soin qui serait au contraire plus tourné vers les autres. Quatrième question, la question urbaine, qui, comme vous avez pu le voir ce soir, est particulièrement développée par Bauman. Donc, dans quelle mesure l'espace urbain peut-il être conçu pour rassembler les communautés, mais surtout pour produire
les conditions de la production de ces espaces publics-privés tant nécessaires à la politique. Et enfin, question éminemment problématique, je pense la plus problème de toutes, puisqu'elle porte sur un des moteurs de la vie liquide et de la dislocation des structures fixes et stables au profit des réseaux qui se déconnectent et se reconnectent à volonté. Le numérique et sa toile peuvent-ils vraiment tisser des nouveaux liens alors même qu'ils sont à l'origine de la dissolution des liens traditionnels ? Et donc nous espérons que toutes ces conférences pourront apporter des éléments de réponse à la crise de notre modernité que Bauman décrit avec beaucoup de lucidité, mais il faut le dire aussi, sans une très grande espérance. Alors, quelques questions pour ouvrir un petit peu le débat avant qu'on puisse échanger avec la salle. D'abord, la première porte sur la tradition marxiste quand même chez Bauman. Il est assez étonnant lorsqu'on entend vos exposés, votre exposé, de voir que l'État-nation semble aussi valorisé chez un penseur d'abord qui a connu finalement fugitivement l'État-nation, puisque on a affaire à une Pologne très malmenée et qui par ailleurs s'est revendiqué, au moins durant sa jeunesse, d'un marxisme qui a priori a peu à faire avec cet État-nation. Alors, je ne sais pas quelle est votre lecture, si vous avez une analyse, ce n'est pas forcément une analyse érudite, c'est peut-être une intuition. Voilà. Ce n'est pas une colle. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a effectivement tous ces prémices marxistes dans la pensée de Bauman, mais il reconnaît quand même aux États-nations le mérite d'avoir été le cadre d'une démocratie réelle. Et c'est vrai que dans les quelques rares pistes de projection quand il essaye de penser des solutions à cette société liquide, notamment à des choses comme la crise écologique, etc., il voit que l'espace public a disparu avec justement ce retrait des États-nations qui ont démissionné face aux forces politiques et aux forces économiques, pardon. Et donc, il en appelle à la reconstitution d'un nouvel espace public, mais cette fois-ci qui serait planétaire et qui, du coup, permettrait de penser l'ampleur des problèmes d'aujourd'hui. Et en fait, ce qui est assez frappant dans la pensée de Bauman, c'est que l'État-nation, il lui a reconnu des mérites dans l'histoire. En revanche, il pense que l'État-nation est mort et enterré. C'est-à-dire qu'il ne fonde en lui plus aucun espoir. Pour lui, il peut se passer des choses à l'échelle locale. On peut se tourner vers les instances, réinventer de nouvelles instances extranationales, internationales, pour résoudre les problèmes planétaires. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il ne donne plus sa foi ni sa confiance à l'État-nation qui, pour lui, n'existe déjà plus et qui a démissionné. Marcel Gaucher nous dise tout à fait la même chose lorsqu'il viendra traiter de la question, mais on peut imaginer une conversion baumanienne en direct. Alors, et une autre question... Et après, ce sera une question un peu plus générale, mais est-ce que vous avez trouvé une trace, même discrète, même tacite, du spirituel chez Bauman ? Est-ce que sa judéité a une quelconque importance dans sa pensée ? Alors évidemment, c'est un penseur qui s'en est émancipé, puisqu'il était marxiste et matérialiste, mais puisqu'à un moment, Timothée a osé la dimension métaphysique de l'incarnation, je me suis dit, tiens... Est-ce que, ou bien la tradition biblique, ou bien des traditions peut-être chrétiennes postérieures, liées à son identité polonaise, ont pu jouer dans une lecture incarnée de l'histoire, à votre avis ? Alors, vaste question. De la lecture qu'on en a faite, je dirais non, parce que précisément, je pense que il a tendance à penser la réalité sociale, économique et politique uniquement en termes de rapport de force, et que de fait, cette vision strictement, au sens littéral du terme marxiste, et cette lecture marxiste des événements, ne laisse pas beaucoup de place à une lecture, on va dire, spirituelle de l'individu, d'autant plus qu'en fait, même quand il pense la question de l'individu, il le pense toujours au sein des interactions sociales dans lesquelles l'individu pourrait tirer son épingle du jeu de manière individuelle. Et c'est, je pense d'ailleurs, une des critiques, ce serait bien présomptueux, mais une des remarques qu'on peut essayer de développer sur la pensée de Bauman, c'est la difficulté à penser une communauté qui ne soit pas constituée autrement que par des rapports de force, en fait. Et que ce soit, par exemple, à une échelle plus locale, la communauté familiale, la communauté du village, la communauté du quartier, toutes les communautés qu'on pourrait donner.
petite peut-être nuance par rapport à ça, puisqu'on on en parlait encore tout à l'heure, le rôle qu'il peut donner à la notion de transmission, alors même que dans une perspective marxiste, on pourrait penser que la notion d'héritage et de transmission doit être récusée au profit d'un égalitarisme absolu. Les réflexions surprenantes qu'il a en tant que marxiste sur l'éducation et sur la transmission de la culture notamment, qui récuse très fortement une conception instrumentale de l'éducation, je pense peuvent ouvrir à cette dimension-là. Peut-être l'héritage de Gramsci aussi un petit peu, et d'Arendt après. Mais c'est vrai que pour continuer sur ce que tu dis sur l'éducation, il va même jusqu'à dire que le constat de Bourdieu sur le fait que les inégalités étaient liées à la transmission plutôt d'un capital culturel notamment, qui permettait aux élites de se reproduire. Il explique que dans la société liquide, on rabat tellement en permanence le jeu que ça rend presque obsolète la pensée d'un Bourdieu. Donc, ça rejoint un peu ce que dit Timothée, mais ça montre, il a quand même conscience que le logiciel marxiste, ou même bourdieusien en l'occurrence, est quand même dépassé par ce qui se passe, par les transformations de la société liquide. Il parle notamment du rôle des intellectuels, de l'intellectuel tel que la pensée marxiste, comme étant quelqu'un qui va essayer de comprendre les intérêts du prolétariat sans faire l'écho, etc. Et en fait, Bauman analyse surtout cette espèce de trahison des élites qui ont suivi ce qu'il appelle la sécession des satisfaits. Pour lui, l'élite du savoir, en fait, fait partie de cette fameuse élite extraterritoriale. Donc, elle n'est plus en mesure de prendre en charge les intérêts du peuple, des fameux gens du coin, de les guider ou d'en être les porte-parole. Donc, il y a plusieurs choses comme ça dans le logiciel marxiste qui ne reprend plus à son compte. Le simple fait même que, pour Marx, simple entre guillemets, mais un simple processus révolutionnaire pouvait immédiatement changer et totalement transfigurer la société. Il explique qu'aujourd'hui, la société est devenue beaucoup trop complexe pour qu'un simple processus révolutionnaire suffise à changer les choses, par exemple. Donc, il a des prémices marxistes et il se sert notamment de certaines analyses de Marx sur l'aliénation, etc., qui sont très pertinentes, mais il comprend que c'est un logiciel relativement... qui ne peut pas suffire, en tout cas, à expliquer la modernité liquide. Et juste pour répondre sur la question de la spiritualité, alors moi, je sais pas, j'ai pas vu effectivement de traces de son judaïsme dans sa vision des choses, j'ai pas vu ça. En revanche, j'ai vu quand même quelques occurrences du terme de spiritualité, mais ce qui est assez intéressant parce qu'il dénonce cette société de consommation, le consumérisme, et ce que ce consumérisme fait aux gens, à leur esprit, à leur liberté, à leur capacité de penser, etc. Et en fait, quand il parle notamment du fait que les enfants sont les premières cibles de la société consumériste parce que ce sont les consommateurs de demain, il explique à un moment, il a des phrases presque métaphysiques justement et assez surprenantes qui tranchent avec le reste du ton du livre, où il dit qu'on vole la spiritualité des enfants. En les traitant comme des consommateurs dès l'âge de 4 ans, on leur vole leur spiritualité. Et toute cette analyse, cette dénonciation de la société de consommation chez lui est assez surprenante parce qu'il fait un très bon état de fait. Il voit les conséquences, mais c'est vrai qu'il ne s'attache pas, il ne va pas jusqu'aux causes peut-être matérialistes qui ont permis à la société de consommation de prendre une telle ampleur. Merci beaucoup Elisabeth et Timothée pour cette lecture, ce diagnostic donc baumanien sur la société liquide. On retrouvera bien sûr les principaux éléments de ce diagnostic au fur et à mesure qu'on explorera des pistes de réponse. Aussi au fur et à mesure que l'on introduira peut-être de manière explicite, cette fois-ci, la question spirituelle dans un certain nombre des problématiques de Bauman, en mettant assez fréquemment en dialogue les sciences humaines avec les sciences divines, si je puis dire, avec la théologie. Donc vous pourrez continuer à nous suivre sur KTO et bien sûr ici même au Collège des Bernardins. Merci beaucoup.